Nouveau chapitre d'électronique sur le filtrage linéaire. On va appliquer les lois d'émail, notamment qu'on a vues dans les chapitres précédents, et d'autres relations, notamment les relations tension-intensité, pour établir ce qu'on appelle la fonction de transfert d'un filtre. Donc on va définir une tension d'entrée et une tension de sortie, et le système électronique va être vu comme une sorte de boîte avec une entrée et une sortie, et on veut savoir comment la sortie se comporte si on met une entrée sinusoïdale. Donc on veut savoir comment l'amplitude augmente ou diminue, est-ce qu'il y a un déphasage, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est à chaque fois envoyer en entrée un signal sinusoïdal, donc un cosinus ou un sinus. Vous savez que le cosinus et le sinus, hein, en fait, c'est la même fonction mais décalée, déphasée. Si je me débrouille avec une phase de pi sur 2 ou de moins pi sur 2, je peux passer du cosinus au sinus ou l'inverse. Et donc, on va s'intéresser donc à l'effet des circuits électriques sur un signal sinusoïdal. Donc ce qu'on va faire, c'est commencer déjà par énoncer quelques théorèmes, notamment celui-là qui dit que, à condition que le signal en entrée soit à peu près régulier, on peut toujours le décomposer en une somme de cosinus. Donc ici, c'est la formule qui est écrite ici. Donc la formule fait un peu peur, mais ça c'est une somme, hein, c'est le sigma, c'est le S majuscule. Le sigma majuscule, c'est le S grec. Et ça veut dire qu'on fait une somme. Donc au lieu d'écrire les termes un par un, on écrit ça sous forme un peu compacte, en disant que c'est la somme en faisant courir l'indice de 1 à l'infini. Donc il y a A1, le terme en A1, plus le terme en A2, plus le terme en A3, etc. Et ici, je mets cos oméga t, cos 2 oméga t, cos 3 oméga t. Vous voyez l'indice n ici, il prend l'ensemble des nombres entiers à partir de 1. Et pareil, vous avez une phase ici qui dépend de n, donc la phase sera différente à chaque fois. Donc j'ajoute des signaux avec une fréquence de plus en plus élevée. Donc ici, on regarde l'amplitude des signaux en fonction du temps. Et on va commencer par un signal de basse fréquence, un signal de fréquence oméga 0 par exemple. On a quelque chose comme ça qui oscille assez lentement. Puis, on envoie un signal qui est 2 fois plus fréquent, 3 fois plus fréquent. Et à la fin, vous envoyez des signaux. Donc, je vais en faire différents types. Pas forcément 2 oméga 0, mais là, vous avez, je sais pas... donc là, sur une oscillation... voilà, pour un maximum, là il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc on est à peu près à 5 oméga 0 là. Donc un signal qui a une fréquence 5 fois plus élevée. Fréquence ou pulsation, c'est la même chose, hein, je rappelle, il y a juste un facteur 2pi entre les deux. Et vous pouvez envoyer encore un signal à fréquence encore plus élevée. Voilà. Et vous allez ajouter ces 3 signaux et ça va vous donner un nouveau signal qui a une composante à basse fréquence, une composante à moyenne fréquence, une composante à haute fréquence. Et vous voyez plusieurs choses ici. Déjà, je vais zoomer un peu. Vous voyez que l'amplitude du signal rouge ici est plus importante que l'amplitude du signal en vert. Donc les amplitudes vont être différentes. Donc ça, par exemple, c'est A indice 5. C'est l'amplitude associée à la fréquence 5 oméga 0, à la pulsation 5 oméga 0. Et ça va être A1. Et puis vous avez, je ne sais pas, A10, A indice 10 en dessous. Donc les amplitudes sont différentes. Là, je les ai prises de plus en plus petites. Ça peut réaugmenter. Voilà. Globalement, ça a tendance à diminuer, mais ça peut réaugmenter. Et vous voyez aussi que le point ici, où le signal rouge s'annule, ne coïncide pas avec le point où le signal vert s'annule. Voilà, si j'essaye de trouver le signal
le point d'annulation le plus proche, là, bah, il est un peu décalé. Et ce décalage, ça va être lié au déphasage. Donc, il y a une amplitude qui change et une phase qui change. L'amplitude, c'est ce terme-là, un indice n, et la phase, c'est, on la note phi. Et vous voyez, à chaque fois, il y a un indice n, ça dépend du signal. L'amplitude 0, on peut considérer qu'un signal de fréquence nulle, c'est un signal constant. Et donc l'amplitude de ce signal constant, on va appeler ça la composante continue. C'est comme si je pouvais, c'est la valeur moyenne en fait du signal. Ici, je l'ai fait osciller autour de 0. C'est comme si vous pouviez tout décaler. Imaginons qu'en fait l'axe des abscisses soit ici. Voilà, vous avez un décalage comme ça, qui correspond à la valeur moyenne du signal, et qui correspond donc à ce qu'on a appelé A0. Alors, imaginons que l'axe des abscisses soit en fait ici. Vous avez A0 qui est comme ça. Donc là, je peux supprimer ça pour que ce soit plus clair. Voilà. Et donc, vous voyez, tout le signal est décalé. Il y a ça oscille autour d'une valeur moyenne. Cette valeur moyenne, c'est A0. On appelle ça aussi la composante continue. Le premier terme, donc celui que j'ai dessiné en rouge, on appelle ça le fondamental. Et les autres termes, on appelle ça les harmoniques. Donc, c'est du vocabulaire que les musiciens connaissent bien. Le fondamental, c'est la note que vous entendez, et les harmoniques, c'est ce qui va donner toute la richesse du son, le timbre. Donc il y a les harmoniques qui jouent, il y a aussi l'attaque, la manière dont le signal démarre. Mais tout ça, ça vous permet, par exemple, de distinguer la même note jouée par un violon ou par un piano. Quand vous entendez la note, vous entendez que c'est la même note, donc c'est la même fréquence du fondamental, mais les harmoniques sont différentes. Il y a des harmoniques avec des amplitudes différentes entre le piano et le violon. Donc c'est ce qui fait qu'on entend le timbre de l'instrument avec d'autres éléments. Ok. Alors quand on a un signal ici un peu irrégulier, un peu avec ici des discontinuités. Donc vous avez un signal qu'on appelle rectangulaire ici en noir. Vous pouvez aussi approcher ce signal avec une somme de cosinus. Donc déjà, je peux commencer par une fonction sinusoïdale la plus proche du signal cible en noir. Et ce qu'on va faire, c'est ajouter des cosinus. Vous voyez, de plus en plus, avec des fréquences de plus en plus élevées. Et vous voyez que ça se rapproche de plus en plus du signal cible. Donc au début, on a juste le fondamental et on rajoute des harmoniques pour coller au plus près au signal cible en noir. Et vous voyez qu'ici, il reste des petits problèmes. Ça vient justement de la discontinuité. Donc ce théorème-là, il fonctionne très bien si le signal de base S est continu. S'il y a des discontinuités, bon, ça fonctionne localement, mais au niveau global, on voit que sur certains points, il y a des problèmes. Et vous voyez que l'indice ici, n, augmente petit à petit. Vous voyez, là, n vaut 1, là, il vaut 3, là, il vaut 5, là, il vaut 7, etc. 9, 11. Souvent, vous avez comme ça des séries qui sont soit impaires, soit paires. Ça dépend des symétries du signal. Et ça, là, le plus pi, c'est la phase. Vous voyez que des fois, la phase est nulle. Là, il n'y a pas de déphasage. Et là, il y a une phase de pi. Et très souvent, ce qu'on aime bien faire, c'est représenter le spectre du signal. Un spectre, si vous voulez un moyen rapide de savoir à quoi ça correspond, vous regardez l'axe des abscisses et vous regardez si on a mis la fréquence ou la pulsation. C'est ça un spectre. Au lieu de tracer le signal en fonction du temps en abscisse, donc ça c'est la description temporelle, vous regardez la description spectrale, donc le spectre, et vous regardez comment se comporte le système que vous étudiez en fonction de la fréquence ou de la pulsation. Donc souvent, on va vous demander de tracer le spectre associé à un signal temporel. Et donc vous regardez la décomposition et vous mettez les amplitudes. Donc l'amplitude, c'est ce qu'il y a devant le cosinus. Vous voyez dans la formule, c'est ce qui est en facteur ici AN, c'est ce qui est en facteur du cosinus. Donc là, le facteur, c'est 1. Ensuite, c'est 1 tiers. Ensuite, 1 cinquième, 1 septième, etc. Et donc ça, c'est ce qu'il y a en ordonnée. C'est l'amplitude ici en ordonnée. Donc là, vous voyez, j'ai mis 1,
1 tiers, 1 cinquième, 1 septième. Vous voyez que ça diminue petit à petit. Et le point d'abscisse que vous prenez en correspondance, c'est la pulsation. Donc oméga 0, 3 oméga 0, 5 oméga 0. Donc le terme en 7 oméga 0, c'est celui-là. En le regardant, j'ai accès, donc je vois la fréquence qui vaut ici, je vois la pulsation qui est associée à 7 oméga 0. Je vois l'amplitude et je vois la phase ici. OK. Donc là, j'ai pris oméga 0 égale à 1 pour simplifier. Donc quand on vous demande de tracer le spectre, c'est ça qu'il faut faire. Et ici, on rajoute un point qui correspond à la valeur moyenne. La valeur moyenne, c'est ce qu'on a dit, c'est comme si la composante de fréquence nulle. Donc si je reprends le schéma, ici, si vous imaginez un signal avec une fréquence de plus en plus faible, donc si vous faites diminuer petit à petit la fréquence, encore et encore, au bout d'un moment, si vous la faites vraiment tendre vers 0, ben vous avez un signal qui est constant. Et donc la partie constante, la partie continue au sens constant ici, c'est la fréquence nulle. Et donc on la met sur le spectre tout à gauche, au niveau de oméga égale 0. Donc ce point-là, c'est la valeur moyenne. Et ici, ben, il n'y a pas de terme devant. Donc A0 dans la décomposition vaut 0. Donc ça veut dire que la valeur moyenne vaut 0. Vous avez déjà vu le spectre des rayonnements électromagnétiques. Quand on vous parle de la lumière visible et en dessous du rouge, les infrarouges, puis micro-ondes radio, au-dessus du violet, les ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma. Ça, c'est un spectre parce qu'on met en abscisse la fréquence. Et d'ailleurs, c'est aussi la longueur d'onde qu'on peut représenter dans l'autre sens. Vous avez un lien entre fréquence et longueur d'onde qui est donné ici. Là, c'est le lien entre la longueur d'onde et la période, grand T. Donc lambda égale C fois T. Avec, dans le cas d'une onde électromagnétique qui se propage dans le vide, c'est la vitesse de la lumière dans le vide. Et la période, c'est l'inverse de la fréquence. Voilà. Et vous avez aussi oméga égale 2pi f égale 2pi sur t. Donc f égale oméga sur 2pi. Et donc ici, 1 sur f, c'est 2pi sur oméga. Donc lambda, c'est 2pi fois c divisé par oméga. Vous voyez que la fréquence ou la pulsation sont dénominateurs quand j'exprime la longueur d'onde. C'est pour ça que ça va dans des sens inverses. Et vous pouvez faire le calcul. Là, je vais l'afficher directement, mais ce que je fais souvent, c'est que je fais faire le calcul à mes étudiants. Si je prends la borne, par exemple, du domaine visible, la longueur d'onde est entre 400 et 750 nanomètres, et ça donne une fréquence entre 750 THz et 400 THz. Et puis voilà, vous pouvez faire ça pour tous les domaines. Par exemple, les ondes radio, ce sont des ondes à très grande longueur d'onde, entre 1 mètre et 100 000 km, plus d'1 mètre en tout cas. Et donc, vous avez des fréquences qui peuvent descendre assez bas à quelques hertz. Généralement, les ondes électromagnétiques, c'est des fréquences très élevées. Vous voyez, on atteint déjà les gigahertz au niveau des infrarouges. Et à l'inverse, le spectre sonore, c'est des fréquences beaucoup plus faibles. On est entre 20 Hz et 20 kHz pour le spectre audible chez les hommes. Et plus vous êtes jeune et plus vous pouvez aller entendre des fréquences élevées. Ça a tendance à diminuer avec l'âge. Ok. Donc ça, c'était pour la partie, l'introduction à ce que c'est qu'un spectre, à ce que c'est qu'une décomposition spectrale. Le fait de passer de ce genre de signal temporel à une représentation spectrale, donc une représentation non pas en fonction du temps, mais en fonction des fréquences. Ok. Quelques définitions qui vont nous permettre d'analyser les composantes du spectre, notamment en énergie. Déjà, la valeur moyenne dont on a déjà parlé, on la note avec les petits crochets comme ça. Et ça se calcule avec l'intégrale du signal divisé par l'intervalle ici que vous avez pris. Donc ici, j'ai pris un intervalle de longueur grand T, entre 0 et grand T.
Donc je divise par cet intervalle et ça me donne la valeur moyenne. Voilà la formule. La valeur efficace, ça se définit aussi avec une intégrale. Cette fois-ci, vous prenez l'intégrale du signal au carré. Vous voyez là, c'était S de t. Maintenant, c'est S carré de t. Pareil, vous divisez par t et à la fin, vous prenez la racine carrée. Comme ça, au niveau de l'unité, ça a la même unité que S. Donc très souvent en TP, on va vous faire utiliser la valeur efficace. C'est un moyen d'accéder à l'énergie du signal électronique. Et petit s de t, des fois on l'appelle valeur instantanée, des fois on appelle ça le signal tout court. Donc si je veux par exemple calculer la valeur efficace d'un signal sinusoïdal, ben voilà comment je fais. Je prends le signal sinusoïdal, donc une amplitude fois un cosinus. Et alors je peux déjà calculer la valeur moyenne, ça c'est facile. La valeur moyenne d'un cosinus, ça vaut 0. Le cosinus, hein, il oscille entre -1 et 1 de manière symétrique, si vous voulez. La valeur moyenne vaut 0. Si vous voulez le démontrer, ben vous utilisez cette formule et vous passez par l'intégrale du cosinus. Et ça vous fera, il va falloir trouver une primitive du cosinus, donc le sinus. Et vous prenez les bornes entre 0 et t et ça vous donne bien 0. On va le faire. Donc je prends valeur moyenne de cos oméga t. Je ne mets pas de phase pour que ça aille plus vite. Donc ça, c'est 1 sur t fois l'intégrale de 0 à t du signal cos oméga t dt. Voilà, là j'ai utilisé la définition de la valeur moyenne. Cosinus, je sais trouver une primitive facilement, c'est sinus de oméga t sur oméga. Vous vérifiez, hein, la dérivée du sinus, c'est bien cosinus, et ça fait sortir un oméga au numérateur qui se simplifie avec ce oméga au dénominateur. Et on note ça avec la notation du crochet. Cette notation crochet, ça veut dire qu'on fait une différence entre la fonction qui est dans le crochet prise à la borne du haut, je remplace petit t par grand T, moins la même fonction, mais cette fois-ci avec la borne du bas, donc je remplace petit t par 0. Ok ? Et on aimerait bien que ça se soit nul. On veut montrer que la valeur moyenne du cosinus est nulle. Sinus de 0, ça vaut 0. Oméga fois 0, ça fait 0. Donc on a sinus de 0. L'angle 0, il est là. Et sinus, ça c'est donné par la hauteur. La hauteur ici est nulle. Donc sinus de 0, ça vaut 0. Et ici, on aimerait bien montrer que ça c'est nul aussi. Mais il se trouve que oméga, c'est 2pi sur grand T. Donc oméga fois grand T, c'est 2pi. Donc là, en fait, oméga fois grand T, à l'intérieur de la parenthèse, c'est 2pi. Et sinus de 2pi, vous faites un tour complet et vous revenez ici. Donc c'est la même chose que sinus de 0. Donc les deux termes sont nuls. Et donc ça fait bien 0. Ok ? Ça, c'était pour la valeur moyenne. Et pour la valeur efficace, là, il faut prendre le carré du signal. Donc il y a un cos carré qui apparaît. Et il se trouve que la valeur moyenne de cos carré, ça, vous pouvez la prendre par cœur. Vous allez vous en servir souvent directement. La valeur moyenne de cos carré, ça vaut 1,5. Et ça, je vous le laisse à faire en exercice. Ce qu'il faut, c'est linéariser le cos carré. Donc soit vous connaissez la formule, cos carré de θ égale 1 plus cos de 2θ sur 2, soit vous la retrouvez avec les formules trigo de base. Souvent, c'est mieux de la connaître par cœur, celle-là. Vous avez cos carré de θ qui vaut 1 plus cos de 2θ, le tout divisé par 2. Et ça, vous pouvez intégrer, voilà, vous faites le calcul assez facilement. Si vous avez compris ce qu'on a fait là, vous refaites la même chose. Et donc, on trouve 1,5. L'amplitude S max au carré avec la racine, ça donne S max. Et donc, ici, on trouve le fait que la valeur efficace, c'est S max divisé par racine de 2. Vous voyez, on a 1,5 sous la racine, donc on divise par racine de 2. Ça, c'est une formule que vous avez peut-être déjà vue directement. Ben voilà, la démonstration, on vient de la faire. Donc, vous voyez que donc je vous ai dit que c'était lié à l'énergie. En fait, c'est le carré de cette valeur efficace qui est lié à l'énergie.
et c'est directement lié à S max. S max, hein, c'est ce qu'il y a devant le cosinus. Pourquoi je l'ai appelé S indice max? Parce que quand le cosinus oscille, alors je vais le faire osciller entre avec une valeur moyenne nulle, sans décalage, hein, c'est bien un cosinus. Vous avez ici, alors je vais le faire correctement, hop, il part de là. Le cosinus oscille entre -1 et 1, et donc si je multiplie par S max, en fait ça oscille entre S max et moins S max. Donc S max, c'est bien le maximum du signal. Et là on voit que ça oscille autour de 0, la valeur moyenne vaut 0. Ok. Donc j'ai parlé d'énergie, vous savez qu'il y a un lien direct entre la puissance et l'énergie. La puissance instantanée, donc la puissance, quand on dit la puissance tout court sans préciser, on parle de ça, la puissance instantanée, c'est la tension fois le courant, donc U fois I. La puissance moyenne, bah, c'est la moyenne temporelle de cette puissance instantanée. Donc vous appliquez la formule de la moyenne, cette fois-ci au lieu de S, vous mettez P. Donc ça fait 1 sur T, l'intégrale de P de T dt, et P de T, on sait que c'est U fois I. Et il y a un théorème qui s'appelle le théorème de Parseval, qui vous dit que le carré de la valeur efficace, c'est la somme des carrés des valeurs efficaces de chaque composante. Donc vous voyez, là, ça c'est le carré de S efficace. S efficace, hein, c'est la valeur efficace que j'ai donnée là. Et ici, l'amplitude A indice efficace, c'est, si je remonte, c'est l'amplitude de ce signal-là. Donc chacun des termes ici a une valeur efficace. Si je fais la somme des carrés, en ajoutant aussi le carré de la composante continue à 0, ça me donne la valeur efficace du signal complet. Ça, c'est une manière de dire que l'énergie totale du signal, c'est la somme de l'énergie de chaque harmonique. Donc quand vous rajoutez des harmoniques au signal, même si vous ne changez pas l'amplitude du signal complet, à l'intérieur, il y a plus d'énergie. Donc l'énergie augmente. C'est un peu ça l'interprétation physique de ce théorème. Ok. On va donner ensuite les définitions de fonctions transfert. Ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Donc, comme d'habitude, ce PDF, je le mets sur la liste mail. Donc, vous pouvez vous inscrire pour le récupérer. Et vous aurez aussi une petite formation gratuite dans les premiers mails. C'est le premier lien en description.